Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette session du Congrès national du bâtiment durable qui a pour thématique cette année, je rappelle, To Build or Not to Build. Je suis Florence Talp de l'association Quai-Bâti, Centre de ressources de la Martinique, et je vais animer cet après-midi, matinée ou fin de journée en fonction de là où vous êtes situé. Ce temps qui va être découpé en deux parties. Une première partie où on se tournera vers les territoires d'outre-mer, côté Antilles, Guyane et Réunion, où les intervenants nous présenteront les retours d'expérience bâtiment et aménagement en lien avec les questions climatiques. Et une deuxième partie qui sera dédiée à l'adaptation des usages et du secteur des usages sur le secteur du bâtiment face aux dérèglements climatiques. À la fin de chacun de ces temps, il y aura un temps de questions-réponses que je vous invite à transmettre au fur et à mesure à travers le chat. Avant de laisser la parole à messieurs Pujol de l'agence ACAPA en Guyane et à monsieur Reynaud de Le Réunion, je tiens à excuser l'absence de monsieur Chombard de l'agence Tectone qui devait intervenir pour présenter l'opération d'habitat renouvelé du prêcheur, sur lequel j'évoquerai quand même quelques mots histoire de la contextualiser et inviter votre curiosité sur cette opération. On finira cette première partie avec l'intervention d'Ilana Schwaderle du Centre de ressources Aqua en Guyane, qui nous présentera le réseau Inter-Outre-mer. Voilà, je crois que je vous ai présenté un petit peu le contexte. Je vais laisser la parole à monsieur Frédéric Pujol. Merci, bonjour à tous. Je suis très heureux d'intervenir dans ce congrès pour vous présenter le retour d'expérience de réalisation dans les territoires ultramarins avec lesquels nous allons illustrer les moyens que nous mettons en œuvre pour essayer de rendre nos territoires ultramarins d'outre-mer plus résilients. Donc là, vous voyez une carte sur laquelle sont situés la plupart des territoires d'outre-mer français, donc une carte présentée à l'envers pour changer un peu de façon de regarder les territoires d'outre-mer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les territoires d'outre-mer sont d'une très 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 grande diversité et variété. Il y a autant de diversité dans les outre-mer qu'il y a d'orthographes pour les décrire. Je ne vois pas votre écran. Excusez-moi. Voilà, super, merci. Donc, comme je disais, il y a une très très grande diversité sur les différents territoires d'outre-mer qui représentent presque 18% du territoire terrestre français, 4% de la population. Des enjeux communs à ces territoires, c'est pour beaucoup une forte croissance démographique, des activités réparties souvent sur les littorales, un éloignement de l'hexagone qui pose des difficultés, des dépendances vis-à-vis des importations, mais aussi une grande richesse écologique. Ici, je vous présentais les 4 territoires d'outre-mer sur lesquels des réalisations vont être présentées. Donc, en Amérique du Sud, la Guyane, avec une caractéristique, un climat équatorial avec une très forte humidité. Dans l'océan Indien, l'île de la Réunion, plutôt caractéristique par une grande variation de climat au sein de l'île, avec des variations de température annuelles qui peuvent être importantes. Dans les Antilles françaises, la Martinique et la Guadeloupe, qui sont un climat tropical humide, mais soumis à des risques importants de cyclones et de séismes. Après, il y a plein d'autres territoires d'outre-mer, comme Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les terres australes, etc. Quelles sont les conséquences pour les outre-mer du réchauffement climatique? C'est évidemment une hausse des températures, une érosion côtière et des risques de glissement de terrain, l'élévation du niveau de la mer, des inondations, aussi une intensité et une récurrence des événements climatiques accrus, avec l'incidence que ça apporte sur la gestion de la ressource en eau et l'approvisionnement énergétique, puisque la plupart de nos territoires d'outre-mer sont insulaires. Donc ça, ce tableau-là du ministère récapitule un peu tous les risques qui concernent les territoires d'outre-mer. Je vous laisserai le soin d'en prendre connaissance. Donc, quelles solutions naturelles nous essayons de mettre en œuvre sur le territoire pour en assurer la résilience? Face aux défis démographiques de nombreux territoires, il y a une demande en besoins et équipements accrus qu'il faut concilier avec les risques naturels et le changement climatique, qui nous mènent donc à aménager le territoire et à construire de façon durable. Construire durable, c'est la mise en œuvre d'une éco-construction. Alors l'éco-construction, elle se caractérise par une approche politique pour faire changer la technocratie et les mentalités d'abord, après une approche holistique allant du durable au bâti, via l'urbain et le bioclimatique. L'architecture bioclimatique ne pourra être réalisée que si l'aménagement du territoire l'a conçu en amont.
et une approche technologique pour disposer de techniques et de matériaux efficaces, le tout lié par l'économie. Quand je dis économie, là, il faut bien prendre l'économie dans le sens économie circulaire, développement des filières locales. L'argent de nos territoires doit rester sur les territoires pour favoriser le développement des filières locales et pas partir à l'extérieur pour acheter des climatiseurs ou apporter du pétrole pour faire fonctionner ces climatiseurs. Donc, cette éco-construction passe par des solutions qu'on a évoquées, l'urbanisme durable, on en verra des exemples avec Michel Reynaud, l'architecture bioclimatique, des bâtiments réversibles quand c'est possible sur certains climats, notamment à La Réunion qui a un climat un peu plus clément que la Guyane, mais on arrive aussi à faire des bâtiments réversibles, donc en ventilation naturelle ou en climatisation artificielle. Tout ça soutenu par donc, une économie circulaire qui favorise les circuits courts et les filières locales, les matériaux biosourcés et éco-sourcés. Le premier bâtiment que je vous présenter, c'est un bâtiment, le bâtiment Odyssée, sur le site du Centre spatial du Lyonnais, c'est le bâtiment de la direction des lanceurs. Les architectes sur ce bâtiment-là, aux enjeux du site, en ne respectant pas la demande du CSG qui était de remblayer pour poser le bâtiment, mais qui préférait s'inscrire de façon beaucoup plus subtile sur le site, en construisant sur pilotis qui permet de s'affranchir du risque d'inondation, mais surtout préserver la biodiversité. Le site du centre spatial est un spot assez riche en termes de richesse floristique et faunistique. Donc leur implantation permet la libre circulation des espèces et de maintenir la biodiversité après les travaux. En plus, ce bâtiment a fait appel aux matériaux locaux puisque quasiment la totalité des parois ont été réalisées en bois de Guyane, qui est un bois certifié. Le deuxième exemple, c'est l'IME Epicase, un institut qui accueille des enfants polyhandicapés. Là, l'objectif, c'était d'apporter des conditions de confort aux enfants accueillis sans climatisation. Donc, nous avons travaillé très en amont avec les utilisateurs de manière à concevoir le bâtiment en accord avec eux, entièrement en ventilation naturelle, à part quelques petits locaux qui sont climatisés. Ce qui a été relativement compliqué, bon là c'est le contexte de l'opération, ce qui a été relativement compliqué puisque dans un bâtiment en type J vis-à-vis de la réglementation incendie, donc avec des contraintes d'isolement du feu par rapport au locaux à sommeil très importantes, mais via une démarche de qualité environnementale amazonienne qui s'est basée sur la ventilation naturelle, nous avons réussi à apporter des réponses architecturales technologiques pour bien sensibiliser les occupants au fonctionnement du bâtiment, puisque un bâtiment passif nécessite que les habitants soient actifs pour manipuler certaines protections, les ouvertures, etc. On a réussi à convaincre le conseil d'administration par des simulations de CVD qui ont démontré le potentiel de climatisation à l'intérieur des bâtiments. Vous voyez un exemple de simulation. Et après, la conception en elle-même, la morphologie du bâtiment fait que tous les locaux à sommeil bénéficient de 2 ouvertures qui permettent d'assurer une ventilation naturelle tout en respectant les exigences très fortes de la réglementation incendie pour ce type de bâtiment. Évidemment, la ventilation naturelle ne fonctionne que si on a une très très bonne protection vis-à-vis des apports solaires. Donc là, vous voyez quelques exemples de ventilation naturelle. Donc, le travail de la réglementation incendie a permis que toutes les façades successives du bâtiment soient très 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 largement poreuses, de manière à faire favoriser la circulation de l'air. Et vous voyez un exemple de chambre en haut à droite, où on retrouve bien les deux fenêtres dans des façades distinctes qui permettent d'assurer un bon balayage au niveau du lit. Évidemment, donc, comme je disais, la ventilation naturelle ne fonctionne que quand on est vraiment allé très loin sur la protection solaire. Donc là, vous voyez quelques exemples qui illustrent les dispositifs de protection solaire mis en œuvre dans le bâtiment, des protections mobiles en relais persiennés, des grands débords de toiture, on a une isolation renforcée au niveau des toits. Et en plus, on a essayé de mettre en œuvre sur ce projet, pour développer les filières locales, beaucoup de bois de Guyane encore, mais aussi une filière qui se redéveloppe en ce moment, c'est-à-dire la brique de terre crue, comme vous pouvez voir sur plusieurs de ces photos, qui est un matériau très très peu énergivore, qui a une bonne qualité d'absorption hygrométrique dans les locaux, donc apporte des éléments de confort complémentaires. Donc ce bâtiment, il a été livré il y a quelques années et il fonctionne très bien une fois que les utilisateurs l'ont bien pris en main. Les conditions de confort, excusez-moi, sont satisfaites pour les utilisateurs et les enfants complètement par la ventilation naturelle. Avec des climats, en Guyane, avec un climat où on a des températures, la température moyenne est de 26 degrés, mais on peut monter jusqu'à 32, 33, 34 degrés avec une humidité
dépasse souvent les 90%, donc avec des sensations de confort qui peuvent être un peu désagréables dans certaines périodes de l'année. L'avantage de ce travail en ventilation naturelle, c'est qu'il a permis aussi d'avoir une très très grande autonomie du bâtiment en lumière naturelle via ces puits de lumière qu'on va retrouver partout dans le bâtiment, qui viennent prendre la lumière naturelle et l'amener dans tous les étages de manière indirecte, de manière à amener de l'éclairage, mais pas de chaleur. Et au résultat, les utilisateurs sont très contents parce que la qualité des ambiances intérieures via la ventilation les a complètement satisfaits, a complètement répondu à leurs attentes. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces enfants polyhandicapés accueillis ont besoin d'être stimulés en permanence. Et dans ce cas-là, la ventilation naturelle, via les sensations qu'elle procure sur la peau, mais via aussi les odeurs qu'elle amène, le bruit qu'elle amène, participe complètement au rôle de l'établissement de stimuler en permanence les enfants accueillis. Le dernier exemple de réalisation que je voulais présenter, c'est le siège du Parc national de la Guadeloupe, où là, pareil, au niveau du concours, nous étions fixés comme objectif d'avoir un bâtiment à énergie positive. On était aussi un peu plus ambitieux au départ, parce qu'on voulait même essayer de compenser les émissions de CO2 des véhicules de la flotte du siège du Parc national. Ça n'a pas été jusque-là, mais le bâtiment à énergie positive, on le verra sur les dernières diapos, a été atteint. Donc, on a eu la chance, effectivement, d'avoir un client qui nous a suivis dès le début sur notre proposition d'être en ventilation naturelle complète. Là, on a juste un local serveur qui est climatisé. Tout le reste est en ventilation naturelle. Le site s'y prêtait assez bien. C'est un site relativement haut. On est à 300 mètres d'altitude à Saint-Claude. Donc, on a poussé la démarche d'architecture bioclimatique très, très loin. On est venu s'implanter entre les arbres existants pour casser le moins possible l'ombrage qui existait sur le site. On s'est posé avec que des semelles isolées de manière à ne pas perturber le système racinaire existant. Tout ça participe donc à la qualité des ambiances. Encore une fois, vous voyez, on a introduit la végétation dans le patio à l'intérieur. On a prévenu les utilisateurs qu'ils auraient un peu chaud certaines périodes de l'année, malgré les 300 mètres d'altitude. On les a prévenus, on leur a expliqué. Mais toute la qualité du site qui a été préservée, la végétation, la qualité des vues, etc., fait que les utilisateurs acceptent ce petit mois de chaleur un petit peu inconfortable dans l'année. Donc encore une fois, on est dans les mêmes principes que sur l'IME, c'est-à-dire un bâtiment relativement étroit, une grande porosité. Vous voyez quelques images là où on a des jalousies ventilantes dans tous les locaux, dans tous les bureaux. Au travers de ce patio, donc amène en plus un complément de fraîcheur au vent qui traverse le bâtiment. On a des dispositifs de protection solaire, encore une fois, qui se développent sur la totalité des espaces de manière à limiter les apports de chaleur. Et la qualité de l'insertion, je dirais, à l'environnement sur le site, aussi, qui est magnifique, avec des vues très très belles sur la Soufrière ou l'océan. La qualité de cette implantation, on a remis des toitures végétées à ne pas abîmer les vues par rapport aux habitations qui se trouvaient en amont. Donc, toute cette intégration à l'environnement, au milieu végétal, fait encore une fois que les utilisateurs acceptent, sont très contents et acceptent ce petit inconfort temporel qu'il y a une fois dans l'année. Donc, je vous laisserai parcourir les photos pour voir bien tous les dispositifs de protection solaire qui ont été mis en œuvre. Ce bâtiment est quasiment entièrement construit en bois également. Alors malheureusement, il n'y a pas de filière locale en Guadeloupe de production de bois. On aurait aimé pouvoir le construire en bois de Guyane, malheureusement, pour des raisons économiques, on a dû construire avec du bois importé. Mais l'ensemble du bâtiment est réalisé en bois. L'important aussi sur ce bâtiment, c'est qu'on a mis en œuvre, un petit peu après la réalisation de cette centrale photovoltaïque, pour atteindre notre objectif de bâtiment à énergie positive. Donc, il a été fait juste après la livraison du bâtiment. Il y a eu un petit retard pour des raisons de financement, mais cette centrale photovoltaïque qu'on aperçoit ici permet de couvrir 105% des besoins, en énergie du bâtiment. Donc, on a atteint notre objectif qui était de faire un bâtiment à énergie positive. C'est le premier, ce bâtiment, il a une petite dizaine d'années, c'était le premier bâtiment à énergie positive construit dans les Antilles. Et après, comme sur tous nos bâtiments, on essaie d'avoir un monitoring et de suivre le bâtiment d'abord parce qu'encore une fois, des bâtiments passifs nécessitent une certaine prise en main des utilisateurs qui ne sont pas toujours habitués, qui viennent des fois de milieux où vous évoluez
dans des bâtiments climatisés. Ils arrivent, ils ne sont pas trop habitués et il y a toujours quelques mois de mise en fonction du bâtiment. Et donc, il est important, on essaie toujours de faire ce suivi. On fait des présentations aux utilisateurs, souvent pendant le chantier, mais dès que le chantier est livré, on vient une ou deux fois présenter la philosophie dans laquelle le bâtiment a été conçu. Là, par exemple, il y a eu quelques enquêtes qui ont été menées après la mise en fonction du bâtiment. Et donc, vous voyez que la prestation du confort global dans le bâtiment est très bonne, la prestation du bois dans le bâtiment est très bonne. Le retour qu'on a des utilisateurs, c'est qu'effectivement, pendant ce mois chaud, ils se déplacent, ils adaptent leur façon de travailler, ils vont dans les salles de réunion qui sont des espèces de terrasses un peu ouvertes sur la végétation. Donc, en fait, ils ont rapidement adapté l'utilisation qu'ils font du bâtiment de manière à s'adapter à son fonctionnement bioclimatique. Donc, encore une fois, tous ces éléments, toutes ces réalisations conçues selon une démarche de bioclimatique ne fonctionneraient pas parfaitement si les utilisateurs n'étaient pas associés à la démarche. L'IME, l'EPICAS, on a eu la chance que ce ne soit pas un concours d'architecture, donc on a pu travailler très en amont avec les utilisateurs en leur disant, en leur proposant, en leur expliquant que nous travaillerons complètement en ventilation naturelle, donc c'est déjà accepté, c'est un petit pas. Là, c'était un concours d'architecture pour le parc national de la Guadeloupe, on l'a présenté au concours, mais après, on a fait des réunions de travail avec les utilisateurs, très en amont, dès les premières phases de conception. On a expliqué que voilà, il y aurait ce petit inconfort un mois dans l'année, mais que c'était, je dirais, au service d'une architecture beaucoup plus respectueuse de l'environnement et résiliente. Donc voilà quelques exemples de réalisation et de construction sur lesquels les bâtiments ont cherché à s'affranchir un peu des conditions de plus en plus difficiles liées au changement climatique, surtout pour la Guyane et la Martinique et la Guadeloupe, donc avec des élévations de chaleur qu'on perçoit d'année en année. On a un peu évoqué le risque d'inondation et la biodiversité. Voilà, donc après, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pujol. Je me rends compte que je vous ai pas mal briefé sur le temps de parole et donc du coup, vous avez été très efficace. Et donc, il restait un petit peu de temps. Voilà, je m'excuse un petit peu pour la pression peut-être que je vous ai mis au préalable pour ce respect du temps. Donc, du coup, je vais laisser la parole. Plus de temps pour les questions-réponses. Voilà, c'est ça. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Reynaud de Le Réunion. Je ne sais pas si vous avez bon. C'est bon? C'est bon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend et on a l'écran, tout à fait. D'accord. Bonjour tout le monde, que je ne vois pas. Donc, je vais vous faire une présentation assez rapide et assez succincte d'un grand projet urbain qui est un écoquartier sur l'île de la Réunion qui représente un peu particulièrement, si vous voulez, des démarches bioclimatiques à l'échelle de l'urbanisme essentiellement. Il s'agit d'une opération de densité sur la partie du nord-ouest de l'île, au niveau côtier, donc on est dans un climat qui est plutôt ce qu'on appelle mégatherme, c'est-à-dire très chaud, assez sec également. Et c'est un quartier tout neuf, donc qui va avoir une assez forte densité. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas, mais en tout état de cause, là on est dans une structure urbaine à forte densité. En gros, vous avez les chiffres ici, superficie de 35 hectares, 1800 logements, vous voyez, c'est pas un petit projet. Des bureaux, des commerces, des activités, et de l'agriculture urbaine également intégrée, et des dispositifs un peu particuliers. Alors, pour reprendre un petit peu ce qu'a évoqué M. Pujol tout à l'heure, Frédéric, c'est qu'effectivement, le changement climatique à La Réunion rejoint un petit peu celui des Antilles aussi. Il y a des parallèles à faire. On a une accentuation des températures, c'est-à-dire que les températures augmentent en moyenne, elles augmentent d'année en année. On a gagné 1 degré depuis 10 ans à peu près à La Réunion.
On a une augmentation, alors non pas de la durée des journées très chaudes, les jours n'augmentent pas, mais la période de chaleur dans la journée augmente, c'est-à-dire que la journée est beaucoup plus chaude elle-même, très tôt le matin, très tard le soir, enfin en fin de journée, mais également, si vous voulez, vous avez une très grande augmentation du nombre de jours très chauds en période d'été, et on s'est retrouvé des années 2018, je crois, ou 2019, avec des records absolus en termes de journées très très chaudes. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de se rafraîchir avec des périodes un petit peu intermédiaires. On a une accentuation des périodes de sécheresse et parallèlement des phénomènes pluviométriques, c'est-à-dire que donc ça, ce sont à la fois des risques et des stress hydriques et des risques pluviométriques. On a une fragilisation qui est effectivement importante des systèmes récifaux et du trait de côte, ce que l'on voit sur toutes les îles de manière générale. Et on a une chose dont on parle beaucoup moins, mais qui est une érosion renforcée du territoire, à l'échelle du territoire, puisqu'on a un effondrement de la biodiversité, qu'on a des stress hydriques et des phénomènes pluviométriques qui sont très importants, et une dégradation des conditions de vie, au sens général biologique, du terme, des territoires de l'île. Donc ça, ce sont aussi des phénomènes qui sont importants. Alors, en plus, on a effectivement, ce que j'ai noté, un stress hydrique, fragilité des systèmes culturo-nutritionnels, donc ça, c'est un sujet qui n'est pas très exprimé dans le cœur de ville, mais dans d'autres quartiers où nous travaillons beaucoup avec des périphéries en agriculture urbaine efficace et puis de l'agriculture urbaine pure, si vous voulez, pour les habitants. À La Réunion, on est un lieu de la bio-invasion qui est remarquable, avec ce qui va avec, c'est-à-dire la perte de biodiversité, la fragilisation générale des écosystèmes. On a une dépendance accrue aux importations énergétiques, une utilisation de produits bruts, ça c'est pas une surprise, avec l'île complètement comateuse de la circulation automobile. On a surtout une chose qui est importante, enfin deux éléments qui sont importants, c'est qu'on a un inconfort dans les villes qui augmente sans arrêt, c'est-à-dire l'eau de chaleur en masse, très très prégnant sur les villes réunionnaises. Et on a une santé défaillante des populations due à plusieurs problématiques, dont la malnutrition, dont les conditions de vie, dont les modes de déplacement, etc. Donc, notamment avec l'obésité, on est, comme en Guyane et comme en Guadeloupe et en Martinique, très très touché par ces questions. Alors, on a un urbanisme classique qui est quand même assez, je dirais, inopérant. C'est-à-dire qu'on a à la fois on fait des projets qui peuvent être très intéressants et qui peuvent être très ciblés, avoir des grandes ambitions, mais parallèlement, on laisse faire l'étalement urbain et la conquête des portes. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on est dans une situation où on fait quelques pépites intéressantes et à côté de ça, on laisse se dégrader l'île de manière générale. On a les déplacements carbonés qui sont gigantesques. On a une gestion quand même classique des eaux pluviales. On est encore dans l'hydraulique, on n'est pas du tout dans l'hydrobiogéologie, ce qui n'a rien à voir avec l'hydraulique, simplement. On a une pression sur les sols agraires, on a un développement favorisé du consumérisme qui continue, c'est-à-dire avec des zones, si vous voulez, à logistique, à supermarché, etc. On a une gestion des déchets qui est absolument embryonnaire. On a une pression sur le milieu naturel à travers des activités sportives, ludiques, etc., qui deviennent problématiques parce que ce sont des tourismes de masse, si vous voulez. On le voit avec les dauphins, même sur la mer, actuellement. On a une agriculture intégrée industrielle problématique, c'est-à-dire qu'on a une agriculture qui est complètement dépendante en fait, des importations de tourteaux, de pétrole, d'intrants pour externaliser. Alors, la problématique qui est posée, si vous voulez, c'est qu'on travaille, nous, dans les villes, avec plusieurs objectifs, sur cœur de ville particulièrement. On a surtout travaillé plusieurs dimensions, mais il y a deux dimensions que je vais vous présenter, qui sont le bioclimatisme à l'échelle du territoire et des bâtiments. C'est-à-dire penser le territoire, fabriquer un milieu de vie. Parce que si on fabrique des villes, des quartiers neufs, si vous voulez, dans lesquels il fait très chaud, dans lesquels les gens sont en situation d'inconfort, ou dans lesquels les architectes sont incapables de réaliser des bâtiments bioclimatiques, on aura failli en tant que notre mission en tant qu'urbaniste. Et quelque part, ce que l'on dit souvent, nous, au sein du laboratoire d'écologie urbaine, c'est qu'on doit penser le territoire et le restaurer. On est bien dans une phase de restauration à l'échelle, si vous voulez, des territoires. Je pense que ça peut se dire à l'échelle de la métropolitaine. Dans tout état de cause, vu les conditions dégradées, si nous avons dans certaines situations, et sur l'île de la Réunion, par exemple, dans les milieux habités, eh bien, on peut parler de restauration du milieu et donc habiter dans un milieu que l'on va restaurer préalablement. Alors, cœur de ville, possession, c'est une densité urbaine qui est très forte, c'était une demande, donc on l'a organisée d'une certaine manière. On a travaillé sur le confort des locaux, mais urbains. Je vais vous expliquer notamment avec les grandes définitions qui ont permis de travailler là-dessus.
On a notamment fabriqué une morphologie urbaine efficiente à partir d'études aéroliques sur lesquelles je vais revenir. Là, on a aussi la fabrication de matrices végétales arborées très fortes. Ben, ça, c'est une de nos particularités, c'est qu'on est paysagiste et qu'on travaille énormément sur la question de la biodiversité et qu'on couple systématiquement, si vous voulez, la gestion des eaux, la biodiversité urbaine et l'aménagement urbain. Bon, évidemment, vous avez d'autres dimensions qui sont plus du domaine classique, c'est une ville apaisée où on peut marcher à pied, une gestion de l'eau pluviale qui effectivement est complètement douce, visible, intégrée, et on a même prévu dans la densité un hub agricole un petit peu démonstrateur, par exemple, pour rappeler à l'autonomie alimentaire, en plus des jardins partagés qui sont organisés au sein des îlots urbains. Il y a plein de dispositifs un peu sophistiqués que vous pouvez même trouver sur le site de cet écoquartier. Alors, je vais revenir sur un domaine un peu particulier et qui est finalement assez novateur sur le cœur de ville. C'est que nous avons travaillé dès le début de la fabrication de la matrice urbaine, c'est-à-dire de la fabrication de la morphologie, de comment nous allions organiser le quartier, quelle était la physionomie finalement des espaces publics et la physionomie des bâtiments qui allaient peupler ce territoire. Nous avons travaillé dès le départ avec le laboratoire Eiffel et Jacques Gandmer, avec donc des principes de l'aérolique. On a étudié, si vous voulez, la capacité du site à permettre ce qu'on leur va appeler, qui va permettre le confort climatique des locaux et de la ville, et qui est fondé effectivement sous les tropiques que nous avons, par la ventilation naturelle. Donc en réalité, c'est quelque part introduire dans le droit de l'urbanisme un droit à la ventilation naturelle, à la fois pour les locaux que vous allez pouvoir habiter ou dans lesquels vous allez pouvoir travailler, mais également, si vous voulez, pour la ville elle-même, c'est-à-dire pour le piéton qui va circuler dans les espaces que vous allez lui offrir, ou l'écolier qui va prendre son chemin d'école, etc. Donc ça, c'est un principe qu'on a développé dès le départ et qui effectivement, on a travaillé donc, de plusieurs manières. On a travaillé à l'échelle du site avec Jacques Gandmer avec les paramètres que nous avions, et là nous plaidons à ce titre qu'il faut absolument avoir des études climatiques précises qui précisent sur chaque site, parce que chaque site peut être complexe et il vaut mieux avoir donc des études spécifiques qui sont faites en amont des projets. On a ensuite travaillé directement avec des maquettes urbaines en soufflerie, c'est-à-dire des maquettes physiques, qui ont complété les approches numériques que nous avions faites. Et donc vous voyez ici les éléments d'études au laboratoire Eiffel. Et on a pu déterminer, si vous voulez, une physionomie, une morphologie des différents immeubles, des différentes organisations urbaines qui permettent de gérer le quartier à l'heure actuelle et qui fonctionnent toujours. À l'heure actuelle, ce travail aéroclimatique malheureusement n'a pas été repris par les concepteurs, et donc on est dans une phase où nous imposons en fait aujourd'hui aux concepteurs, architectes et bureaux d'études à prendre cette compétence, et cette compétence est d'ailleurs financée par l'ADEME. On a réussi à la financer par la ville et par l'ADEME, ce qui fait que ça nous paraît surcoût, si vous voulez, pour les équipes à l'échelle des projets et des projets urbains à l'heure actuelle. Parce que c'est une compétence quand même très spécifique et ce sont des études un peu particulières. Alors l'autre principe qui fonctionne avec, c'est quelque chose que l'on défend depuis longtemps et qui fonctionne très bien, et on a des études d'ailleurs et des retours d'expérience là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu ma particularité d'être aussi un écologue, c'est que les forêts, si vous voulez, tropicales, secrètent leur propre climat. La germination des graines des forêts tropicales, c'est la température de germination optimum, c'est 21 degrés. 21 degrés, c'est la température du sol sous la première litière. Et la température à 2 mètres d'altitude de toutes les forêts tropicales, qu'elles soient celle de la selve au Nicaragua, celle de Guyane, j'imagine, celle de Côte d'Ivoire ou du Gabon, et celle de la Réunion également, c'est à peu près une température de 27 degrés, autour des 27 degrés si vous voulez, à 2 mètres d'altitude. Donc on a une radiation du climat qui s'opère et on a un fonctionnement homéostatique, si vous voulez, des climats forestiers qui sont gérés en fait par la structure de la forêt originelle, on va dire, qui est un écosystème complètement homéostatique, effectivement, comme le sont ou l'était l'Amazonie et d'autres massifs forestiers importants.
Donc on se sert en fait de cette histoire-là et la question de l'afforestation des villes, ça a plusieurs sujets. Ça, évidemment, ça embellit les villes, ça gère les eaux pluviales, ça transforme les sols, ça stocke du carbone, mais également, si vous voulez, ça participe du climat urbain très très fortement. Et à l'échelle d'un projet qui est connu, qui s'appelle l'île du Centre, où se trouvent nos bureaux et depuis où je vous parle d'ailleurs, on a gagné en 10 ans d'évolution des arbres. Si vous voulez, les arbres sont passés de plantules à arbres de 7-8 mètres. Eh bien, on a gagné 2 degrés moyens, si vous voulez, de rafraîchissement du climat. C'est-à-dire on a gagné un petit peu ce qui nous séparait. Comment dire, on a égalisé à la fois le réchauffement climatique moyen et également l'effet de chaleur urbain de la ville de Saint-Pierre dans laquelle nous nous trouvons, qui représente chacun à peu près 1 degré. Donc voilà. Donc ça, c'est un point de vue important que l'on utilise. Alors là, je vous ai fait des petits dessins que j'avais réalisés il y a longtemps sur la régulation climatique par la végétation bien structurée, c'est-à-dire travailler sur des canopées et sur des strates qui ne sont pas encombrées de manière arbustive. Et c'est très important de comprendre que les forêts tropicales sont ouvertes, c'est-à-dire qu'on peut lire à l'ombre des forêts tropicales, on n'est pas encombré. Les forêts encombrées sont souvent des forêts dégradées, et donc des forêts où vous avez des fourrés en fait. Ce sont des fourrés que l'on trouve dans les chablis et qui ne participent pas, si vous voulez, de la structure forestière naturelle des grandes forêts tropicales qui sont en fait très libres et faciles d'accès, ce qui explique leur facilité d'accès et la facilité que l'on a à les détruire dans l'ensemble du monde. Donc ça, c'est un point important. Donc la végétation, la construction de la végétation, si vous voulez, c'est vraiment une pensée au moment où on fabrique l'urbanisme, au moment où on fabrique finalement la morphologie urbaine que l'on va réaliser. Alors évidemment, le report de la température maximum, ce petit schéma est tout simple, mais c'est très facile à comprendre. C'est que les températures maximum se retrouvent, si vous voulez, en canopée. On sait que les feuilles des arbres en canopée peuvent monter à 55 degrés, voire être à 60-70 sur la cuticule épaisse de la feuille. Et vous avez un petit gradient de la forêt, je crois que c'est la forêt, la forêt des Nourailles ou un truc. Enfin, peu importe, c'est issu de recherche forestière, hein, le petit gradient que vous avez. On bénéficie, si vous voulez, de la tempérance de la canopée végétale à terme dans les villes à partir du moment où on la fabrique. Donc ça, c'est assez simple à comprendre, l'effet de canopée. Alors, évidemment, vous avez aussi la question de l'eau. Alors, l'eau, c'est à la fois des risques, mais si vous voulez, dans les zones sèches, c'est aussi conserver l'eau au maximum, puisque si vous voulez, elle va participer de l'évapotranspiration. Donc, il n'est surtout pas question que dans une zone sèche et en stress hydrique, eh bien, vous perdiez quelque part le bénéfice de précipitation. Donc, les stocker, les tempérer, les introduire dans le sol, permettre aux végétaux de les évapotranspirer, ça rafraîchit effectivement le climat et ça contribue, si vous voulez, à structurer le sol et lui permettre de se refaire en une santé, de devenir effectivement un élément de l'inertie quelque part du système urbain que l'on peut faire avec les canopées arborées. Donc ça, c'est une chose importante. Alors, l'idée aussi, c'est pour juste une question de ville, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, se déplacer en ville à l'ombre, c'est principal, parce que si vous avez des villes sous les tropiques, c'est catastrophique. Vous marchez du côté du trottoir ombragé et pas de l'autre côté du trottoir. Et vous avez des températures qui atteignent facilement les 40 à 50 degrés contre certaines façades. Et donc, vous ne pouvez pas en fait faire du shopping ou faire de la promenade, ou aller prendre un apéro sur une terrasse, c'est quasiment impossible puisque vous avez une chaleur qui est insupportable. Donc, domestiquer les déplacements entre les carbonés ou non, d'ailleurs, sous les arbres, c'est important parce que je veux dire, donc, ça veut dire protéger au maximum les surfaces minéralisées et en faire le moins possible. En gros, sur cœur de ville, on fait une densité qui est très importante, hein, qui est l'ordre de, j'ai oublié, mais à peu près plus, entre 50 et 100 logements à l'hectare, et on a 35% de vrais sols urbains. Donc surtout pas de terrasses végétalisées, parce que sous les tropiques, ça ne marche pas très bien, surtout sous les tropiques médiatermes, mais on a 35% si vous voulez, de vrais sols qui fonctionnent naturellement. Minimum, c'est vraiment le minimum. Et c'est autant sur les espaces publics que sur les espaces des îlots urbains dans lesquels on a défini des règles très strictes de perméabilité, mais aussi de sol naturel conservé. Donc voilà, si vous avez des questions, évidemment, c'est un raccourci très, très simple sur cette question
une réponse au changement climatique à travers un gros projet urbain, mais il y a bien d'autres domaines dont on pourrait parler. Je vous remercie. Merci, merci à vous, Monsieur Reynaud. Le temps de questions viendra un petit peu après. Je vais intervenir de mon côté rapidement pour présenter un petit peu le projet du prêcheur, en fait, qui est un projet. Alors, j'essaie de partager mon écran, mais je ne y arrive pas. Excusez-moi. Voilà. Oula. Hop. Je pense que vous le voyez. Oui. Voilà. Oui. Alors, je voulais juste parler un petit peu de ce projet, parce que bon, on devait le présenter. Et en fait, Monsieur Chambard n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc, ce projet, c'est un projet qui s'appelle l'habitat renouvelé du prêcheur. Donc, c'est un projet qui rentre dans le cadre d'un programme PUCA. Et donc, Monsieur Chambard de l'agence Tectone devait intervenir parce que c'est un des projets lauréats qui a été retenu. Donc, juste quelques mots pour inviter un peu votre curiosité envers ce programme qui a un volet expérimental et qui est en lien direct avec la problématique des risques naturels majeurs et de la préservation des populations locales. En effet, la commune du Prêcheur est située au nord-ouest de la Martinique, sur la côte Caraïbe. Elle est notamment concernée par les questions de retrait de côte, de houle cyclonique et de glissement de terrain, surtout dû à l'écoulement régulier de la Hare. Ces éléments ont invité la collectivité locale, donc la commune du Prêcheur, à engager une stratégie de recomposition spatiale pour limiter la vulnérabilité de sa population. Donc, ce travail s'est découpé en 2 temps. Donc, il est en cours. Un travail de mobilisation des habitants et d'identification des sites d'implantation possibles qui a été réalisé notamment par un groupement de maîtrise d'œuvre, Antoine Petitjean et Philippe Madec, pour laquelle je vous invite à lire cet article réalisé par Monsieur Petitjean dans la revue Sur Mesure et qui reprend un peu le travail qui a été fait durant une année avec les habitants pour justement l'identification des sites et de la sensibilisation au déplacement. La deuxième étape de ce projet, ça a été l'ouverture d'un concours ouvert à des équipes de maîtrise, des équipes de conception pour proposer des logements qui interrogent les modes constructifs, tant en matière d'innovation architecturale que de valorisation des ressources et des savoir-faire locaux. Donc d'ici fin 2021, ce programme va entrer dans une phase d'engagement et d'expérimentation avec la réalisation de prototypes dont l'agence des 50 pas géométriques de Martinique aura en charge la coordination et le suivi. Voilà, donc là, je vous ai mis le lien sur les lauréats en fait, de cette opération, donc qui vous permettent, si vous allez voir ce lien, que vous regardez ce guide, vous verrez un peu les différents projets qui ont été proposés dans le cadre de cette opération. Voilà, je voulais juste inviter votre curiosité sur ce projet qui va se mettre en place d'ici fin 2021. Merci. Voilà, je vais laisser la parole maintenant Alors, il faut que j'enlève mon partage d'écran. Je vais laisser la parole à Ilana qui va nous présenter le réseau le réseau bâtiment durable d'outre-mer. On voit mon écran. Oui. Alors, bonjour à tous. Du coup, j'espère que cette présentation vous a plu. C'est le fruit d'un travail de coopération inter-outre-mer qui a été entamé en 2020 sous l'impulsion du programme Ombré, qui est un programme de coopération sur la thématique du bâtiment résilient dans les Outre-mer. Et donc, cette présentation a été portée par 4 acteurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, qui sont Synergile, Kebati, l'association Aquae et le CAUE La Réunion qui travaillent en partenariat avec Envirobat. Donc, cette présentation a également été impulsée grâce au réseau national bâtiment durable qui présente actuellement ce congrès. Et donc, à terme, on a vocation à proposer des supports de présentation qui mettent en avant les spécificités des territoires d'outre-mer qui sont un petit peu méconnus et qui pourraient apporter des enseignements pour lutter contre le changement climatique à l'échelle de la métropole et de nos territoires. Voilà. À terme, on envisage du coup d'intégrer des représentants de chaque dom-tom. Donc, on invite nos partenaires de la Polynésie, de Saint-Martin à nous rejoindre
pour compléter un petit peu tous ces enseignements et partager au mieux les spécificités de nos territoires. Voilà. Merci Ilana. Voilà, ce réseau d'échange, ce réseau sera aussi un réseau d'échange. Merci pour vos présentations. On va passer peut-être au temps des questions. Alors, j'ai une première question. Est-ce que la conception bioclimatique est compatible avec les normes parasismiques et paracycloniques? Vous voulez que je réponde? C'est pour moi ou pour Frédéric, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas de destinataire de la question. Si tu veux. Donc oui, la conception bioclimatique est compatible avec le risque sismique et cyclonique. L'exemple qu'on a développé sur le siège du Parc national de Guadeloupe, vous avez vu, c'est un bâtiment qui est en zone en Guadeloupe, qui est soumis au risque sismique et cyclonique. Malgré la très grande porosité des façades, les dispositions sont prises pour pouvoir rendre le bâtiment à peu près étanche en risque cyclonique. Le risque sismique a été plus difficile à traiter puisque comme nous avons travaillé sur que des semelles isolées avec un bâtiment en bois donc plutôt souple et des terrasses végétalisées pour améliorer le confort en partie haute, donc des toitures lourdes, on avait quelque part tout ce qu'il ne faut pas faire pour répondre au risque sismique, mais avec le travail des entreprises et des bureaux d'études, on a complètement réussi à rendre ce bâtiment conforme aux normes parasismiques. Ça a été très compliqué, ça a demandé beaucoup d'allers-retours avec les entreprises, mais on y est arrivé. Voilà, donc pour moi, la conception bioclimatique est parfaitement compatible avec les risques sismiques et cycloniques. Monsieur Reynaud, vous voulez compléter? Oui, je suis d'accord avec Frédéric. On vient de livrer à Mayotte le collège de Bouigny. Et effectivement, on avait des conditions notamment sismiques assez complexes. Et c'est un bâtiment entièrement ventilé naturellement. Et ça fait dépenser, disons, pas mal de choses dans les fondations. Et parfois, quand on veut faire des bâtiments, si on veut écologiques, légers, qui sont en bois, ou même voir, nous, sur Bouigny, c'est de l'acier. Plus léger donc qu'avec du béton, on se demande si ça vaut pas le coup. Enfin, on dépense beaucoup de sous on va dire, de moyens ou de carbone dans les fondations. Donc il y a une vraie question sur l'efficacité, si vous voulez, et les solutions sismiques également, peut-être à peaufiner dans les années à venir, parce qu'on a une réponse qui est systématiquement la même et qui n'est peut-être pas la meilleure à travers les dispositifs de fondation. Ok, merci. Est-ce que, une autre question, la proximité des arbres vis-à-vis des constructions interroge en fait, est-ce que l'effet canopée fonctionne-t-il si les arbres sont trop éloignés? Alors là, il faut être très clair. S'ils sont trop éloignés, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être contre la façade, mais en fait, ce que l'on doit pouvoir avoir, c'est un climat. Donc en fait, c'est une sorte d'équilibre entre un climat que l'on fabrique et l'emprise des bâtiments. À La Réunion, on a des végétaux qui ne sont pas nécessairement très grands, et surtout dans les zones sèches, ils ne poussent pas énormément haut. On n'a pas des chaînes de 30 mètres qui sont boostées à l'augmentation du carbone dans l'atmosphère. Et ce sont des arbres qui ont une très, très grande résistance au cyclone. Donc ils sont un petit peu souples, parfois ils fonctionnent comme des roseaux, mais d'autres fonctionnent différemment. Et ce sont des arbres qui sont très très bien ancrés. Il faut comprendre qu'on fait une architecture, quand on fabrique un système forestier et un canopé, on ne plante pas des arbres, mais on fabrique aussi un système mécanique. C'est-à-dire que les arbres d'architecture différenciée, si vous voulez, s'ordonnent et fabriquent quelque chose qui va résister elle-même au climat. Il n'y a rien de pire vis-à-vis des conditions cycloniques que d'avoir une plantation de peupliers, par exemple, enfin, même si ce ne sont pas des peupliers. À partir du moment où vous avez tous les mêmes types de bois, ils réagissent de la même manière, donc ils sont extrêmement fragilisés. Donc la conception paysagère, la conception entre guillemets, de ce qui va renforcer l'ombre, etc., c'est quelque chose effectivement qui est savant. Il ne faut pas s'interdire d'avoir des arbres pas trop loin des façades. Alors il y a d'autres dispositifs, avec des doubles pots qui sont peuplés par des lianes, par exemple, qui ne coûtent pas cher. C'est la solution du mur végétal économique, c'est pas très compliqué, et qui permettent de faire des espaces intermédiaires. Là, j'ai pas eu le temps de vous parler de tous ces trucs-là, je pense que non plus, mais c'est-à-dire que les enveloppes, elles se complètent. Nous, par exemple, avec la du centre, on a une enveloppe bâtie, ça c'est l'enveloppe bâtie, vous avez des enveloppes
extérieurs qui reprennent le langage des treilles à l'échelle d'un immeuble, et donc qui sont des espaces intermédiaires. Ces espaces intermédiaires, en fait, ont pratiquement le confort du bâtiment interne, d'accord, et l'espace forestier est pratiquement aussi le degré de confort, quelque part, de ces sortes de patios, qui ne sont pas des patios, qui sont des espaces intermédiaires qui protègent l'enveloppe finale du bâtiment. Donc il y a toute une gradation du travail sur le climat qui est très important à faire, mais si on a un sol, et je reprends le petit schéma qui est dans la première page de mon diaporama, si vous mettez un bâtiment très bioclimatique sur un sol minéralisé, c'est pas la peine, vous perdez votre temps, quoi, je veux dire. Donc voilà, donc il faut absolument intégrer l'arbre et en prendre le risque aussi, en partie, gérer ce risque potentiellement par des grands phénomènes tropicaux cycloniques. Merci. Je reviens sur l'aspect des différents territoires qu'on a pu voir là, en fait, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et effectivement, il y a d'autres territoires d'outre-mer. Pour vous, quelles sont les principales différences architecturales, puisque il y a quand même des climats un peu différents entre ces territoires. On voit par exemple qu'à La Réunion, il y a une amplitude thermique un peu plus importante qu'en Martinique, en Guadeloupe, par exemple. Au niveau des vents, c'est peut-être aussi pareil. Quelles sont pour vous les principales différences architecturales qu'on va pouvoir retrouver entre ces territoires par rapport à ces impacts climatiques ou la préservation de la biodiversité, peut-être aussi, je ne sais pas. Je peux répondre, ou Frédéric, tu veux répondre avant? Moi, je peux répondre pour Mayotte et La Réunion, je connais moins la Guadeloupe et la Guyane. Juste une petite remarque sur la Guyane, je te laisse commencer. Je commence. Je réponds, je te laisserai, ouais, parce que tu connais mieux toi les autres territoires, donc je te laisserai la parole. Donc voilà. Donc disons que par exemple, faire la différence entre Mayotte, je veux dire, et La Réunion c'est un vrai tropique, on est à 21 degrés sud, alors que Mayotte est à 10 ou 12 degrés sud. Donc on est sur un semi-équatorial. Donc effectivement, il y a des choses qui sont différentes. Sur le collège de Boni que nous avons fait, nous avons travaillé également en soufflerie à la fois pour le confort en ventilation naturelle, mais également pour la réponse aux sollicitations, aux sollicitations cycloniques et sismiques. C'est intéressant d'avoir des maquettes aéroliques qui servent aussi pour limiter les calculs parfois un peu surdimensionnés issus des zéro code. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour les ingénieurs. Sous Boni, on a économisé un tiers d'acier. Mais on a une porosité, par exemple, des bâtiments, donc d'ouverture de façade, si vous voulez, à Mayotte, qui est, pour les salles de classe, facilement de 50%. Donc, de part et d'autre, la classe s'ouvre à 50%, si vous voulez, pour avoir la capacité à bien ventiler. On a des débords de toit différents. On traite les 4 façades pratiquement de la même manière, presque très proche, parce qu'en fait, on est proche de l'équateur. Alors qu'à La Réunion, on a des différenciations plus marquées dans les possibilités de traitement des façades, et on peut bénéficier d'une fraîcheur qui est un petit peu nocturne, qui est plus importante. Mais, ceci étant, je veux dire, on retrouve les mêmes directions. Certes, à Mayotte, c'est plus délicat, plus difficile de travailler. Il faut être un petit peu plus efficace et performant et accepter sans doute quelques journées de grande chaleur un peu plus fortes. Oui, je rejoins complètement l'analyse chez Renaud. La seule particularité qu'on va avoir en Guyane, c'est que nous sommes un seul territoire qui n'est ni soumis au risque cyclonique, ni soumis au risque sismique. Donc la différence qu'on va retrouver peut-être par rapport aux autres territoires, c'est une liberté dans les couvertures, les surtoitures, etc., plus grande que sous certains autres territoires, comme aux Antilles, où on va être un petit peu plus limité en débord de toiture. Donc on bénéficie de cette liberté formelle pour assurer des protections importantes de nos bâtiments, ça c'est plutôt bien. Après, on a un régime d'Alizé qui doit être un des plus faibles de tous les territoires d'outre-mer, donc on est toujours dans la même logique de porosité, de grande porosité, comme il a dit par rapport à Mayotte, où on est proche de l'équateur, mais on va avoir une implantation peut-être sur des terrains différentes, parce qu'on va aller chercher beaucoup plus le vent de face par rapport à d'autres territoires où il y a une liberté de se décaler un peu par rapport aux directions principales du vent, parce que le régime de l'Alizé est plus fort. Voilà un peu les grandes différences qu'on va retrouver entre la Guyane et d'autres territoires. Merci. Autre question, quel retour des collectivités sur les projets paysagers et urbains présentés? Quels sont les retours des collectivités? Alors, les collectivités, si vous voulez, elles sont b.a.-ba. On
reprend toujours la même chose, elles sont à la découverte, quoi, je veux dire. Donc, il ne faut pas oublier que, par exemple, nous travaillons depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, même avec les indigènes, parce que nous avons été une agence pionnière là-dessus, sur ce dispositif-là. Donc on commence à les connaître, parce qu'il faut imaginer que ce sont des arbres qui avaient presque disparu dans les zones sèches, donc on ne peut pas prétendre connaître une espèce à partir d'un sujet ou deux mourants dans une ravine. Donc il faut bien les multiplier, les tester, voir comment leur comportement, leurs accommodations. Donc je dirais que les collectivités sont quand même très intéressées, mais je veux dire, elles sont dubitatives. Alors, en termes de paysage urbain, il y a un paysage qui est assez connu, que nous avons réalisé, qui est celui de Beau Séjour, au niveau paysage végétal avec l'atelier LD, qui s'est occupé de l'aménagement et de la gestion de l'eau, et nous avons travaillé sur toute la partie végétalisation botanique. Et ce projet est assez connu aujourd'hui et intéresse beaucoup, par exemple, l'OFB, enfin, les gens qui interviennent les services écosystémiques, autour des services écosystémiques, si vous voulez, pour les milieux habités. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de devenir plus ou moins dans le champ de vision des politiques, mais qui a du mal encore à être compris. C'est-à-dire qu'on a du mal à... C'est pour ça que j'ai cité dans mon diaporama, je racontais l'histoire de la germination de la graine d'un arbre tropical. C'est 21 degrés, on n'imagine pas. On imagine que sous les tropiques, si vous voulez, il fait 35 degrés. Et vous voyez, donc le sol forestier est à 21 degrés, donc c'est la température de germination. Donc on voit bien que ça, c'est révélateur d'une perte de connaissances finalement historique, on a altéré les territoires depuis bien longtemps, des climats dans lesquels sont arrivés les gens qui ont colonisé ces territoires. Il ne faut pas oublier que, alors je ne sais pas pour la Guadeloupe, pour la Guyane, Frédéric pourra préciser, mais la Réunion c'était quand même l'Éden, il ne faut pas oublier. Donc c'était l'île d'Éden, c'était la Réunion. Donc voilà. Merci. Une dernière question. Quels sont les grands enseignements de cette présentation en termes de confort d'été réplicable pour la métropole? Alors, là, je ne sais pas, Frédéric, tu auras peut-être plus d'idées que moi. J'en ai, mais je te laisse. Je pense qu'un des grands enseignements, c'est que les conditions de confort sont peut-être pas celles qu'on imagine. Il ne faut pas avoir 23, pas le modèle Ashray américain, 23 degrés, 60% d'humidité. On peut être confortable avec des températures plus élevées. Alors, bien sûr, on travaille sur le confort adaptatif. L'être humain s'adapte au climat dans lequel il évolue, mais on peut je crois que c'est ce qui est reproductible sur le territoire français, c'est ce travail complexe de ventilation. Alors, la Réunion, il y a peut-être un refroidissement nocturne qui peut être éventuellement efficace aussi en France, mais surtout cette combinaison entre la protection des apports solaires, l'évacuation des apports internes par une ventilation, surtout le fait de pouvoir moduler en permanence donc, cette ventilation pour qu'elle soit le plus efficace possible. Ça, c'est des choses qui sont complètement reproductibles sur les territoires. Alors, encore plus peut-être sur les territoires du sud de la France que dans d'autres parties sur lesquelles on va travailler plus sur la mix entre le confort. Mais tous ces éléments-là sont reproductibles et surtout, c'est un peu ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que les gens fermaient les fenêtres quand il faisait chaud, ouvraient pour bénéficier de la fraîcheur nocturne, etc. Nous, c'est notre quotidien, c'est qu'on le fait en permanence sous le climat, on adapte. Et surtout, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que quand on fait du confort passif, ça demande aux habitants d'être actifs. Donc, on va manipuler les ouvertures, les protections solaires, etc. Donc, il y a une espèce de culture à se réapproprier d'un fonctionnement d'un bâtiment qui n'est pas on appuie sur un bouton et le confort arrive de façon artificielle. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Je compléterais. Enfin, moi, j'avais étudié la question parce que j'ai participé à une mission sur Marseille. Et il est évident que la ville de Marseille, je veux dire, c'est un four. C'est-à-dire que si on met du soleil, on a un four solaire. Donc, l'inertie, à partir d'une période chaude, à la fin d'une période chaude, elle est chaude. Au bout d'un moment, ça finit par être chaud. Donc la ville est insupportable, est invivable. Je crois que derrière les modélisations qui avaient été faites par Benjamin Maury, qui avait étudié avec nous cette question-là, montrait que la ville, c'était la vallée de la mort en 2050. Donc ça veut dire qu'elle devait peut-être être évacuée. Donc oui, on arrive à des situations
véritablement dramatique. Et moi, dans mes propositions, malheureusement, l'étude s'est arrêtée à Marseille. Dans les propositions, on avait travaillé donc, pour réintroduire de la ventilation d'été, d'accord, de faire circuler, si vous voulez, de l'air au sein des îlots urbains qui sont fermés à Marseille, et de travailler sur le modèle des bâtiments, c'est-à-dire des îlots urbains, c'est-à-dire de faire qu'il y ait des brèches, qu'il y ait des soulèvements, qu'il y ait des bâtiments un peu plus hauts que les autres, etc., tout en se protégeant, si vous voulez, de l'effet d'engouffrement ou comment dire, de conduite du Mistral, surtout ne pas en faire des effets aventuriers. Donc vous voyez, on pouvait travailler sur un confort d'hiver et un confort d'été mélangé, en gérant la question de l'air. Et une autre question sur Marseille, c'est effectivement la libération, par exemple, du sol qui est entièrement minéralisé. Il n'y a plus d'arbres, même si à Marseille, il y a une biodiversité qui est étudiée, etc. Je veux dire, pour un tropical comme moi, c'est très clair qu'il n'y a plus d'arbres. Soyons honnêtes, disons les choses telles qu'elles sont, ne nous mentons pas. Et sur les périphéries de la ville, vous avez les pins d'Alep, comme sur des déserts détritiques de sol calcaire. Donc je veux dire, c'est pas durable, c'est certes, c'est pas durable. Donc vous avez un environnement urbain qui est catastrophique, au périmétral, géographique, et vous avez une ville qui est très chaude. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Merci, Monsieur Reynaud. Merci à tous pour vos présentations. On va passer à la deuxième partie de cette après-midi, fin de journée, matinée. Donc, je vais vous présenter. Donc, on va parler dans notre deuxième session, on va parler de l'adaptation des usages et du secteur du bâtiment face au changement climatique.